Salut les Sharks, c'est Antoine pour Poker et Stratégie, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent. Je vais d'abord dans un premier temps faire des explications sur le stress, la réaction de stress et tous ces mécanismes, et en lien avec le poker. Et ensuite, j'irai jouer donc deux tables live play en fin de vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, en NL10 sur Winamax, en go fast. Alors la réaction de stress, j'ai trouvé important d'en parler un petit peu puisque c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent chez la plupart des joueurs, hein. De toute façon, tôt ou tard, on arrive à une partie qui va potentiellement avec un moment où on va être un peu en stress ou des émotions fortes. Et donc je pense qu'à peu près tous les joueurs de poker ont eu des moments de stress dans l'activité du poker. Et l'intérêt, c'est d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi on a cette réaction de stress et quelles sont les conséquences concrètes en tant que joueur de poker quand on est sous stress. Donc quel est l'intérêt d'aller travailler à mieux gérer son stress, ses émotions donc. Là je fais une petite série sur le mental, donc j'en profite pour parler de ça. Alors le stress à la base, donc je vais énumérer un petit peu tout ce que... Brièvement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, pas que ça soit trop compliqué non plus, je vais juste essayer de dire ce qui est vraiment important que tu saches, et pour comprendre tout simplement comment tu fonctionnes. Le stress apparaît quand on est face à une situation qui génère une forte tension, face à une agression ou suite à un choc émotionnel, suite à quelque chose qui s'est produit. Et donc si on a un ou plusieurs de ces points-là qui arrivent, eh bien on déclenche une réaction de stress. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur cette réaction de stress, on va parler, donc vu que ça se passe dans le cerveau, on va parler très simplement de trois zones prioritaires dans le cerveau, qui est le cerveau reptilien. Je vais décrire le cerveau reptilien, ensuite il y a le cerveau limbique et le néocortex, ce qu'on appelle le nouveau cerveau. Et donc le reptilien, c'est le cerveau qui décide instinctivement. Il est le centre de nos comportements primaires, donc ça va être tout ce qui est instinct de survie, de conservation, etc. Et il va également notre contrôle moteur, il assure nos besoins fondamentaux tels que la respiration, l'alimentation, des choses comme ça. Mais il est également impliqué dans des fonctions cognitives telles que l'attention, la régulation des réactions de peur et de plaisir. Donc c'est un cerveau un petit peu binaire, il est assez basique dans son fonctionnement parce que son rôle à lui, c'est quand même, en ce qui concerne la réaction de stress, d'être très rapide. En fait, il est un petit peu tout le temps en veille et il reçoit des informations via nos sens. Et c'est lui le premier qui va traiter ces informations. Donc comme il va très très vite, puisqu'il doit décider si c'est, par exemple, une situation est dangereuse ou pas, s'il faut avoir de la méfiance ou pas, eh bien, il doit faire ça très très vite pour notre survie, c'est pour assurer notre survie. Donc, il fait ça de façon comment dire, c'est pas affiné, c'est vraiment une évaluation très 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 rapide, c'est dans des millisecondes, parce qu'il faut lancer la réaction de stress dans le corps pour pouvoir réagir et préserver la survie du corps via des réactions et tout un processus. Donc cette réponse est immédiate, semblable à un réflexe, vraiment. Et donc ça se fait en fonction de l'information qui lui arrive. Et c'est cette partie de cerveau donc qui va décider, et ça prendra le dessus sur les autres parties que j'ai énumérées avant, le limbique et le néocortex. En cas de danger, c'est vraiment lui qui va décider ce qu'on va faire. Voilà, donc on peut donner des exemples. Par exemple, si on conduit en voiture et que devant nous, il y a des feux rouges qui s'allument d'une voiture de devant, alors qu'on est, je sais pas moi, à 110 sur une 4 voies, eh ben on va piler très rapidement. Alors même que peut-être on n'a pas conscience encore de ce qui est en train de se produire, on a déjà freiné. Parce que le cerveau reptilien, il est inconscient, hein. Il se gère tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. La respiration, le fait d'avoir l'information d'avoir faim, toutes ces évaluations là, du risque sans arrêt, ça se fait tout seul, c'est parfaitement inconscient. Et les décisions qui sont prises, quand on a des moments de réflexe, eh bien c'est le reptilien qui a décidé ça sans même qu'on en ait eu conscience. Ensuite, donc, il y a le cerveau limbique, qui est donc le cerveau
bon, qui mémorise, qui s'émeut, qui décide, c'est un peu le cerveau des émotions quand même, mais c'est quand même lui qui décide en temps normal. Euh, il est également donc le centre de la mémoire à long terme. Il fait partie donc de ce processus de décision. Il communique ses résultats avec les deux autres parties du cerveau. Alors il y a plein d'autres choses hein, dans le cerveau bien entendu. Euh, et donc c'est le lieu des mécanismes de motivation, de réussite, d'échec, de plaisir, déplaisir. Lui globalement c'est est-ce que ça me fait plaisir, ça me rend heureux ou pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc ce cerveau décide émotionnellement. Dans une situation de prise de décision, donc le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, contrôle et valide le choix provenant du cortex, donc, qui va lui plutôt travailler en mode suite à des raisonnements. Donc le cerveau limbique, il est un petit peu, on dirait qu'il est semi-conscient. Il y a une partie inconsciente, une partie qui peut être consciente. On peut avoir conscience de nos émotions. Voilà. Donc en gros, cette partie-là qui est quand même assez importante puisque c'est globalement elle qui décide. D'ailleurs, quand on pense au marketing, aux publicités, on nous abreuve de publicité et de marketing sans arrêt, eh bien ils ont très très bien compris que l'humain décide essentiellement émotionnellement et donc on veut générer des émotions chez nous pour nous faire passer à des actes d'achat ou de consommation. Donc ils l'ont très très bien compris et donc ils utilisent énormément ça. Donc ensuite on a le néocortex donc, qui est et surtout le préfrontal devant qui va vraiment être là où on va mener des réflexions complexes. C'est le cerveau qui pense, là pour le coup c'est conscient, cette partie du cerveau est consciente. Quand on est dans notre mental et qu'on réfléchit, on réfléchit consciemment, c'est avec cette partie du cerveau que l'on fait ça. Donc c'est le cerveau, donc c'est la partie du cerveau donc, qui fait les raisonnements, la compréhension, et c'est là qu'il y a la logique, la conscience il s'occupe de traiter des données rationnelles, de partager il partage ses conclusions avec les deux autres parties du cerveau. Donc si on schématise un petit peu, donc on peut avoir le reptilien, le cerveau limbique, et puis on a tendance à faire comme ça pour le néocortex qui est tout autour. Ce qui se passe déjà pour dire quand on a une réaction stress, la problématique numéro un qu'on a, c'est que sous émotion forte, y compris quand on se met en colère, tout ça, qui est du stress, hein, il y a une espèce de déconnexion. C'est un petit peu comme si ça faisait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation avec le néocortex. Déjà, c'est surtout le cerveau reptilien qui va gérer l'affaire, comme je l'ai dit, puisque c'est vraiment lui qui gère la survie. Mais sinon, en gros, si c'est pas lui, ça va être le limbique avec les émotions fortes. C'est lui qui va gérer l'histoire, donc plutôt en mode inconscient. On n'est pas très conscient, on n'a pas trop la main dessus. On a pu, enfin, tout ce qui se passe dans le néocortex n'est plus. D'ailleurs, il se passe plus grand chose puisque, en fait, c'est qu'il y a plein d'hormones qui sont sécrétées pour la réaction de stress, qui ont chacune leur rôle. Et il y a des effets donc avantageux pour nous en ce qui a trait à la survie, mais qui sont désavantageuses pour nous vu qu'on n'a plus accès à notre cerveau conscient qui nous permet de mener des raisonnements complexes et de manipuler de l'information et de mener des réflexions. Et on voit tout de suite que c'est problématique pour le poker puisque dans les situations à fort stress, alors soit on est dans un coup compliqué où c'est un gros pot et quelqu'un est à tapis et on doit savoir si on doit payer ou pas, ou alors on s'engage dans un très gros pot, soit on est en fin d'un tournoi et voilà, c'est des grosses sommes qui sont en jeu, soit on est dans un expresso avec un fort coefficient multiplicateur, enfin on voit que c'est des situations au poker globalement quand on est stressé où il y a de l'enjeu. Et on aura besoin de réfléchir et de mener des raisonnements complexes pour prendre la bonne décision. Mais on le voit que dans le fonctionnement humain, bah, ça va à l'inverse de ça, c'est pas du tout productif pour nous. Et la réaction de stress, de l'hyperstress, hein, parce que le sous-stress n'est pas bon non plus dans la performance, mais le surstress c'est vraiment pas bon. Et là on parle vraiment du surstress, un stress élevé. On voit que c'est totalement contre-productif pour la performance, donc le maintien du e-game. Donc là, tu commences un petit peu à comprendre que cette réaction de stress te fait perdre un peu tes moyens. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà vécu si tu as vécu ce sentiment qu'on appelle le freeze. C'est-à-dire que dans un moment où tu es extrêmement stressé, tu n'as plus la capacité de mener un raisonnement. Tu as la moitié de la tank bank qui est partie et tu n'as pas encore commencé à réfléchir et tu n'arrives pas à réfléchir, tu ne sais pas par où commencer, tu es perdu. Ça s'appelle le freeze et ça vient effectivement de la réaction de stress. Notamment le cortisol est un petit peu en jeu, cette hormone qui est sécrétée, qui a un rôle dans cette réaction de stress, mais qui a pour conséquence
Alors ça va accentuer notre attention, mais c'est pas une attention qui va être accentuée sur la réflexion. Comme je l'ai dit, on ne peut plus réfléchir. Il y a cette déconnexion, ça va être plutôt sur le danger. On va être focus sur le danger, les risques. Et ce cortisol va aussi avoir pour effet de ne pas trop nous faire réfléchir sur les conséquences à long terme. Ce qui est prioritaire, c'est tout de suite et maintenant prendre une décision. Et globalement, dans une réaction de stress, on a 3 types de réactions. Ça va être, dans un premier temps, la fuite. Si c'est pas possible, on va lutter. Et si on sent que la lutte est inégale et qu'on ne peut pas y arriver, eh bien, on va tomber dans l'inhibition. C'est un petit peu le côté... Bon, si on s'imagine, on est en forêt, on est face à un animal sauvage hyper dangereux, on va voir si on peut fuir. Si on pense qu'on peut fuir et semer l'animal, bon, ben, on va le faire. Si on pense que l'animal peut nous rattraper ou qu'on n'a aucun échappatoire, on va réfléchir à lutter. Et si on pense qu'on n'a aucune chance de lutter, mais ça se fait en quelques millisecondes, on risque d'avoir cette inhibition, c'est-à-dire on va faire comme si on était mort, comme si on n'était pas là, on ne va pas bouger. Hein, on va être incapable de bouger. Donc, tout ça va se traduire au poker dans d'autres types de... Enfin, ça va être la même chose, hein, c'est le même fonctionnement, mais c'est juste que, bon, bah, concrètement, ça se traduit pas comme ça. On va pas se battre avec notre adversaire, on va pas partir en courant de l'ordinateur, parce qu'on joue sur l'internet, et on va pas attendre que les choses se passent en faisant le mort et en disant, bon, c'est bon, il va nous oublier. Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, soit la peur que l'on ressent à l'instant T, dans ce pot, dans cette action, dans ce spot, eh bien, va nous faire fuir, c'est-à-dire folder. Soit on va décider de lutter, et donc on va faire un call, admettons c'est une très grosse relance, on va call, et on va pas lâcher le coup jusqu'au bout. Soit il est à tapis, on paye à tapis, soit le gars il est pas à tapis, nous-mêmes on peut faire tapis d'ailleurs, sur relancer à tapis, alors quand bien même on n'a pas de fold d'équité, alors qu'on est derrière, bref, on n'a pas réfléchi, hein, comme je l'ai dit, on ne peut pas mener des réflexions compliquées à ce moment-là. Donc on va prendre des décisions purement émotionnelles, purement reptiliennes, hein, comme on dirait. Et sinon, on a ce phénomène de freeze, là, l'inhibition, ça peut être un petit peu ce moment où eh bien, on n'arrive pas à se partager entre fuir ou lutter, et on est un petit peu bloqué, on n'arrive pas à prendre une décision. Et c'est peut-être la time bank qui va prendre la décision pour nous. Voilà, et d'ailleurs en live, on peut arriver à des moments où certains des joueurs demandent le time parce qu'on est trop long, on n'arrive pas à réfléchir. Voilà, donc en gros, voilà ce qui se passe. Dans la vraie vie, tu vas me dire, bah oui, mais la réaction de stress, c'est pour la survie, et au poker, notre survie n'est pas du tout en jeu, donc pourquoi est-ce qu'on déclenche cette réaction de stress? Alors, il faut aussi comprendre que dans notre cerveau, on a dans le mental ce qu'on appelle le processus d'identification, notamment à l'ego. Et bon, pour certaines personnes, ça peut être un peu l'ego qui est en jeu à certains moments, mais globalement, ça va être plutôt l'identification à l'argent. Parce des fois, on peut entendre certaines personnes qui vont dire, mais pourquoi tu stresses, enfin, pourquoi les gens stressent, ont peur alors qu'ils sont à NL2, quoi. Et c'est pas tellement l'argent, globalement, pour ceux qui jouent au poker, 2 euros, c'est rien dans la vie de tous les jours. Pour autant, on peut largement stresser dans certains pots en NL2, quand on fait du cash game, par exemple, ou dans un tournoi à 5 euros. Bon, voilà, on peut avoir des moments de stress. C'est tout simplement parce que c'est le processus d'identification. Notre cerveau s'est identifié à l'argent comme si elle faisait partie de nous, et finalement, quand notre stack ou notre cave au cash game est attaqué ou est en danger, eh bien, c'est comme si nous on était en danger. Notre cerveau il fait pas la différence. Il fait pas du tout la distinction entre le fait que notre vie n'est pas en jeu. Et si je perds 2 euros, c'est pas la mort, c'est pas du tout impactant pour ma vie de tous les jours. Mais pour autant, je vais déclencher au niveau reptilien la réaction de stress parce que pour lui, comme je l'ai dit, c'est très basique. Comme j'ai eu ce processus d'identification, ma bankroll c'est à moi, c'est comme si ça faisait partie de moi, ma cave ou mon tournoi, mon stack en tournoi, c'est comme si c'était moi, et bien quand il se fait attaquer ou quand il est en danger, c'est comme si c'est moi qui me faisais attaquer. Donc ça, le cerveau ne fait pas la distinction de ça, donc c'est pour ça qu'il va lancer la réaction de stress. Aussi, autre point à bien prendre en compte, c'est que tout le monde ne va pas stresser dans le même spot. Et globalement, la réaction de stress aussi dans la vie de tous les jours, elle peut arriver pour d'autres raisons. Elle peut arriver quand on a un défi qui nous est proposé
et une évaluation interne qui va nous amener à la conclusion qu'on ne pense pas être à la hauteur de ce défi. On pense qu'on n'est pas capable d'atteindre ce challenge dans l'activité que l'on fait. Ça peut être au travail, hein. Il y a des gens qui peuvent penser ne pas être à la hauteur des attentes qu'on a d'eux, et ça peut donc déclencher des réactions de stress par exemple. Donc il y a tout un tas d'exemples comme ça. Et donc au poker, ça se traduit qu'on peut être dans un spot où on ne sait pas comment prendre la bonne décision, on n'a pas le niveau technique suffisant, et donc voilà, il y a la peur qui arrive tout de suite de ne pas être à la hauteur, et de prendre la mauvaise décision, de faire une erreur. Il y en a qui vont avoir peur de faire une erreur, peur de perdre, parce que on maîtrise pas assez la technique, et donc du coup on est un peu perdu, et bon voilà, tout cela. Mais tout ça va très 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 vite, encore une fois, on parle de millisecondes, et de choses inconscientes, comme je l'ai dit au début. Donc il y a tout ça un peu qui se mélange, et qui font qu'on déclenche du stress au niveau du poker à certains moments, alors quand bien même que notre survie n'est pas en jeu. Donc j'espère que toutes ces explications t'aident à bien comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Dans le développement personnel et dans la préparation mentale, il y a des choses qui sont communes à tous les humains. Par contre, après, derrière, c'est, comme je l'ai dit, c'est très très individuel, c'est très personnel, le pourquoi elle se déclenche à tel moment, alors que pour une autre personne dans la même situation, ça ne lui ferait pas. Parce qu'en fait, il y a des pensées aussi automatiques qui viennent derrière, qui peuvent lancer le stress ou pas. Donc après, ça devient très très personnel. Il y a plein de choses en fait qui peuvent intervenir derrière. Donc c'est en coaching personnel, en préparation mentale, que on vient vraiment spécifiquement travailler sur la personne telle qu'elle fonctionne elle, et par des questions en fait, on va faire ressortir l'information de la spécificité de chaque personne. Mais la réaction, elle, globale, on voit, c'est pareil chez tous les humains, c'est même pareil chez certains d'autres êtres vivants. Peut-être il n'y a pas toutes ces parties du cerveau, mais en tout cas la partie reptilienne, tout ça, la réaction de stress, ça va être la même chose. Donc on le voit, donc il y a ce processus d'identification à l'argent, il y a peut-être de l'ego, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on va déclencher la réaction de stress, et donc comme je l'ai dit, elle est néfaste pour la performance et le maintien du A-game, puisque quand elle se déclenche, nous n'avons plus accès à notre préfrontal qui nous permet de mener ces raisonnements. Dernière chose, comme le cerveau limbique est le siège de la mémoire à long terme, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les compétences qui sont acquises au niveau inconscient, donc c'est-à-dire que tu as travaillé des choses et tu les as tellement revues, travaillées, ça fait longtemps, elles sont profondément inscrites dans ta mémoire, donc sur ces compétences-là, tu es inconsciemment compétent, tu n'as pas besoin d'y penser. Par exemple, on peut parler souvent du préflop. Au bout d'un moment, tes ranges, tu les connais, et tu sais les sizing que tu dois faire dans telle situation, c'est assez répétitif au KGM, eh bien tu l'as mis au niveau inconscient, tu n'as plus besoin de réfléchir, ça va très vite. Donc c'est pour ce qui te permet de jouer plein de tables d'ailleurs en même temps. Donc c'est ça, mettre une connaissance, une compétence au niveau inconscient, c'est que tu l'as tellement répété, tellement apprise que voilà, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Ce qui nous permet de conduire et d'écouter la radio en même temps, de parler à quelqu'un alors qu'on conduit, et s'il y a un feu rouge, on se serait arrêté, si le feu est vert, on est passé, sans même avoir besoin d'y penser. Mais ce n'est pas le cas des compétences qui sont en cours d'acquisition. Toutes les compétences que tu es en train d'essayer d'acquérir et qui te demandent un effort cérébral pour pouvoir y penser, pour pouvoir prendre la bonne décision, parce que ce n'est pas encore suffisamment acquis au niveau inconscient, donc tu es consciemment compétent, eh bien, dans la réaction de stress, tu n'auras plus accès à tout ça, parce que ce n'est pas encore au niveau inconscient. Donc ce qui fait que globalement pour les joueurs débutants, et comme ces vidéos s'adressent globalement aux joueurs débutants, ben, tu comprends que très très souvent la plupart des compétences tu les as pas acquises au niveau inconscient, donc ce qui va te rendre quasiment la tâche très 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 difficile, en tout cas quand tu as un gros coup de stress dans un coup, ça va être très difficile pour toi de prendre une bonne décision, parce que tu as très peu de compétences finalement au niveau inconscient qui vont te permettre de t'en sortir. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu déclenches la réaction de stress bien souvent, c'est parce que tu es dans une situation qui t'a généré, parce que si on revient au début de cette vidéo, j'ai dit que c'est face à une agression, face à une forte tension ou face à un choc. Donc là, tu fais face à une agression, mais pour autant, c'est pas pour autant que tu vas déclencher la réaction de stress.
Parce que si tu sais ce que tu dois faire, si c'est un snap fold pour toi, tu n'auras même pas de stress. Si tu sais que tu dois shove, parce que voilà, dans sa range, tu le sais déjà, tu avais déjà anticipé cette opportunité-là, tu savais déjà qu'il fallait call, bon bah tu call, tu vois, t'as pas le stress. Par contre, si le mec te fait tapis, te fait une très grosse relance qui implique toi un all-in ou un fold, tu sais que c'est mort, et bien, et que t'as pas anticipé ça et que tu sais pas quel est le bon choix à faire, boum, tu vas déclencher le stress parce que voilà, t'es perdu. Donc, ce qui fait que les très très bons joueurs vont beaucoup moins stresser puisque ils ont globalement tellement résolu le jeu dans la très grande majeure partie des situations qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ne stressent pas. Par contre, eux, ils vont arriver dans des parties très chères, ou pour jouer des gros titres, gagner des gros tournois, tout ça. Donc là, c'est un autre type de stress. Hein, ça va être l'enjeu global de la partie qui va faire que ça peut déclencher du stress, des fortes émotions. Voilà, donc on voit, il peut y avoir les stresseurs, enfin en tout cas les causes sous-jacentes d'une possible réaction de stress, sont nombreuses quand même au poker. Enfin, il y en a plusieurs, quoi. Mais voilà, en gros, je crois avoir fait un peu le tour de tout ça. Donc, pour faire passer cette réaction de stress, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite pour essayer de calmer, parce qu'en fait, le but, il faut calmer en fait nos émotions. Il faut reprendre son calme et il faut faire mécaniquement l'inverse de la réaction de stress. Et puis on peut aussi un petit peu, comme je l'ai dit, travailler en dehors des tables pour essayer de comprendre un petit peu, comme je l'ai dit, la spécificité personnelle que l'on a dans tel type de situation. On a déclenché du stress et donc on peut aller se poser des questions, chercher de l'info pour voir un petit peu comment on fonctionne, pourquoi on a déclenché ça et comment éviter donc ça à l'avenir, trouver des solutions. Donc voilà, on peut parfois un petit peu travailler, creuser un peu tout ça et essayer de mieux se connaître et essayer d'évoluer. Donc voilà, que dire de plus il faut comprendre aussi, il y a quand même quelque chose aussi que je voulais dire dans cette vidéo, lié notamment au cortisol, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui est une des hormones qui est sécrétée sous stress. Le cortisol donc nous ramène plutôt sur le cerveau limbique. Il nous coupe de ce cerveau des informations du néocortex, de la communication entre ces deux parties du cerveau. Et donc ça nous rend très sensibles aux émotions, donc on va être très irritable. Déjà dans une partie, si on a eu un gros coup de stress ou encore une fois la colère, tout ça, que ce soit contre nous-mêmes ou contre une situation ou contre quelqu'un d'autre, eh bien on sécrète ces hormones-là. La fin de session va être compliquée, on sera plus sensible aux émotions, on sera plus instable émotionnellement. Donc il faut faire attention, il faut bien vigiler ça. Et aussi, très peu de gens font des sas entre différentes activités dans leur vie. Et notamment si tu as eu un coup de stress précédemment, avant de jouer au poker, dans une autre sphère de ta vie, professionnelle, familiale, enfin en tout cas avant de faire ta session, eh bien ça peut t'impacter pour ta session de poker quand même tu n'en as pas conscience. Parce que le cortisol est très très long à éliminer. Je vais donner un ordre de grandeur, hein, c'est pas précis, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que en gros si on s'énerve ou qu'on a un coup de stress pendant un quart d'heure, on va sécréter du cortisol et ce cortisol va mettre peut-être 4-5 heures à s'éliminer. C'est très très long. Donc pendant tout ce temps, il va circuler dans notre sang, il va avoir ses impacts donc, sur les liaisons entre les parties de notre cerveau et donc on va être irritable, plus facilement à s'énerver, plus facilement à être agressif. Enfin bref, ce qui a pour conséquence au poker concrètement, eh bien, ça peut faire qu'on est un petit peu plus agressif que d'habitude. On bluffe un peu trop, on se laisse pas faire, on veut moins folder. On veut essayer de gratter, d'arracher plus de pots dans des situations qui ne sont pas favorables, qu'on n'aurait pas fait normalement. Enfin bref, on va peut-être 3 bêtes plus light, plus large, des situations qui ne sont pas favorables, 4 bêtes light alors que c'est pas bon de le faire. Enfin bref, ça peut se traduire comme ça. Donc il faut faire attention à, même avant de commencer notre session de poker, de bien faire un sas de faire un point déjà, comment on se sent et on peut faire ce qu'on appelle une douche psychologique, comme on ferait une douche physique après un effort physique. On peut faire aussi des moments où on récupère un peu mentalement, émotionnellement, on se calme avant de commencer. Pareil après, si tu as une session difficile,
Si tu ne fais rien entre ton poker et ta vie privée, bon bah dans ta vie privée, tu risques d'en faire bénéficier. Et là, je ne vais pas dire au plus grand bonheur de tes proches, mais voilà, tu peux être irritable après derrière si ça s'est mal passé avec ta compagne, ton compagnon, tes enfants, ton entourage, tes amis. Enfin, tu peux être un peu à vif, un peu toujours instable émotionnellement, plus sensible à tout ça. Voilà, donc là on ne parle que le poker, mais bon, franchement ça vaut dans la vie de tous les jours, hein, voilà. Donc, donc c'est important de comprendre ça, hein, cette hormone-là peut nous jouer des mauvais tours aussi de ce côté-là. Euh, Après, donc il y a plusieurs des choses qu'on peut mettre en place pour, encore une fois, comme je l'ai dit, surtout in-game, essayer de se reprendre. Ça passera de base par une première chose, si j'ai un conseil que je peux te donner. Donc le premier, tu l'as compris, c'est de travailler la théorie du jeu, puisque au mieux tu maîtriseras ton activité, donc là le poker, la théorie au poker, au mieux tu seras un bon joueur de poker, et bien moins tu seras susceptible de déclencher des réactions de stress. Donc déjà c'est vraiment le premier truc à faire, c'est vraiment de travailler ton jeu. Néanmoins, si tu veux progresser aussi sur, de manière générale, la gestion des émotions, ça passera par une première étape qui demande du temps et de l'attention, c'est-à-dire de développer cette capacité à s'auto-analyser, s'observer in-game. Donc pour ça, tu peux, au début si tu n'y penses pas, tu peux mettre des petits chronos, je sais pas moi, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, pour faire un petit point à l'intérieur de toi, pour savoir comment tu te sens. L'avantage au cash game, c'est qu'on peut mettre les tables en pause quand on veut, et on peut prendre quelques minutes, quelques secondes pour se récupérer, si nécessaire. Et puis si on n'y arrive toujours pas, on peut fermer les tables et on revient plus tard. En tournoi, on ne peut pas faire ça, donc il faudra s'accrocher jusqu'à la pause, profiter de la pause pour faire ce travail. On ne peut pas quitter un tournoi non plus, donc il faudra finir le tournoi quoi qu'il arrive. Et puis un expresso, bon, on a la chance que c'est un format de jeu qui ne dure pas très longtemps, donc c'est pareil, une session, si tu décides d'arrêter ta session et que tu fais, je sais pas moi, 2-3 tables en même temps, tu vas arriver, entre le moment où tu vas décider d'arrêter ta session, très très vite derrière ça va arriver. On est entre le cash game et les tournois pour ça. Donc, voilà, développer cette capacité à s'auto-surveiller quelque part, hein, avoir une petite veille en conscience, d'aller voir un petit peu comment tu te sens émotionnellement en fonction de ce qui se passe à la table ou dans tes tables, si tu joues plusieurs tables. Il faut vigiler ça commence par là en fait, c'est la première étape, c'est de mettre de la conscience un petit peu là-dessus. Moi, avec les années, c'est devenu un petit peu automatique. Bon, ça peut toujours arriver de se faire surprendre au bout d'X minutes, de ne pas s'être rendu compte tout de suite hein, qu'on était un petit peu émotionnellement fragile. Mais globalement, maintenant, moi, c'est devenu un petit peu un automatisme. Et j'ai pas besoin de mettre de chrono ou quoi. Et, de toute façon, on le sait à la fin, lesquels coups viennent nous impacter un petit peu. Enfin, bon, moi, je connais très bien la réaction de stress, donc je sais très bien à quel moment il y a eu un petit coup de pression ou pas. Et donc, du coup, après, je vigile un petit peu derrière. Voilà, donc il faut que ça soit des habitudes. On n'est pas que en train de réfléchir au poker. On est aussi, faut pas oublier, c'est pour ça que la préparation mentale et le coaching de développement personnel a vraiment beaucoup d'importance dans ce genre d'activité. C'est qu'on n'est pas uniquement un algorithme qui a appris à jouer au poker ou qui apprend à jouer au poker et qui s'améliore de jour en jour, qui clique sur la souris. Entre les deux, il y a l'humain. On est un humain et on est un être émotionnel. Et on peut au poker croire à tort, ou même dans le sport de niveau, avec les meilleures personnes que l'on voit qui gèrent le mieux leurs émotions, on peut arriver à croire qu'ils sont arrivés à un point où ils n'ont pas d'émotions. Faut comprendre que c'est pas vrai. Ils ont des émotions. C'est juste que ça se voit pas. Ils arrivent à très très bien les gérer. Mais c'est au prix d'un très très gros travail là-dessus. Donc on peut y arriver, il y a des choses qu'on peut mettre en place et on peut petit à petit évoluer dans ce secteur-là et arriver à très bien gérer ses émotions. Mais c'est pas qu'ils ont plus d'émotions, ils en ont forcément. Sinon, un être humain qui n'a pas d'émotions, il a des vrais problèmes. Hein. Voilà. Les émotions sont. D'ailleurs, il y en a qui ont des. Soit suite à un accident grave, ils n'ont plus, ils ont un dysfonctionnement émotionnel et ils arrivent plus, ils ont l'incapacité de prendre des décisions dans leur vie. C'est vraiment très compliqué pour eux, donc c'est handicapant. Donc évidemment que les grands sportifs de haut niveau, les grands joueurs de poker que l'on voit qui arrivent à très bien gérer leurs émotions, ils ont des émotions, ok. C'est juste qu'ils les gèrent parfaitement. Et c'est ça le but du jeu. Pour être de moins en moins un fiche mental sur le plan mental, c'est d'apprendre à bien gérer ses émotions
Et quand bien même on a une petite réaction de stress, d'arriver à la calmer très très rapidement. Surtout au poker, en online, on n'a que quelques secondes pour se décider, donc c'est vraiment primordial de ne pas perdre une seconde, en tout cas le moins possible, et d'arriver à reconnecter tout de suite nos parties du cerveau pour pouvoir vraiment réfléchir. Je referme cette parenthèse. On va maintenant aller sur les 2 tables jouées en live. Comme d'habitude, je vais expliquer tous les coups, toutes les explications. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à laisser un message si tu le souhaites pour réagir à ce que je viens d'expliquer. Ou tu peux le faire également sur une main qui va arriver en me mettant bien la timeline, hein. Quand c'est une main que tu veux parler d'une main, n'hésite pas, il faut me mettre le temps dans la vidéo de la main à laquelle tu fais référence pour que je puisse très rapidement revoir le spot pour te répondre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait pour être mis au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, parce que c'est pas toujours les mêmes jours, donc ça te permet de pouvoir avoir la notif et puis tu la regardes quand tu veux. J'espère que ces vidéos t'aident à progresser. N'hésite pas à me faire des retours par message, hein, là-dessus aussi ça m'intéresse. À liker la vidéo, ça c'est vraiment important, et là pour le coup ça te prend 2 secondes. Je te remercie de faire tout de suite un petit like. Voilà, ça m'aide moi à les référencer, puis c'est un donnant-donnant, je te donne du contenu, j'essaye de t'aider à progresser, et en échange tu as juste à me faire un like, c'est juste ça que je te demande, je te remercie. Et puis c'est parti pour le live play, donc sur 2 tables de GoFast ML10 sur Winamax. Et donc là on est dans un pot directement avec 5 bébés de prime, il y a eu déjà des 3 bêtes call, j'ai valet 6 off, évidemment je laisse tomber. Là contre cutoff je ne vais pas défendre. Donc le tracker va arriver, il est démarré, hop, voilà. Donc en lien avec ce que je viens d'expliquer, donc tu comprends qu'il est primordial de prendre l'habitude pendant que tu joues, à certains moments de penser à, ou tu peux mettre une petite sonnerie, hein, éventuellement au début, de temps en temps à checker à l'intérieur de toi, où est-ce que tu en es émotionnellement, est-ce que c'est encore ok pour pouvoir poursuivre la session, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour essayer de te calmer pendant quelques secondes. Par exemple ici on est en go fast, donc, enfin on est en cash game, donc on peut mettre les tables en pause pas longtemps, hein, quelques minutes, quelques secondes si nécessaire. Je dis pas que c'est une obligation de faire ça, mais si nécessaire. Bon, lui par contre j'ai bien envie de le 3 bet. Il faut tout le temps au 3 bet, donc voilà, j'avais pas vu qu'il avait 27 celui-là. 27 d'ailleurs, bon pour le coup, vu comment on a joué le coup, le pot, le board, ma main, c'est bon, on va tout lui demander. Bon là c'est un petit peu une erreur de ma part. J'aurais dû éviter. Bon après il n'était pas super loose, donc il peut énormément folder. Ici on est contre MP. MP, on est big blind MP. Je vais défendre, on peut de temps en temps squeeze, mais bon, encore une fois, comme lui, short stack, j'essaie d'éviter. Donc le As-10 suité, finalement, j'aurais quand même fait le 3 bet, même en voyant, parce que c'était pas un profil supra loose. On va rechecker la paire de 9. Ici, on est sur un open 59%. As-7 suité, on est plutôt quand même dans la défense. Alors lui, il a pas ses bêtes au flop et il s'est bête maintenant. Je vais call pas tellement pour la quinte, hein, c'est que je pense que, alors à part quelques valets claqués, il a pas trop de valets, sinon il aurait ses bêtes. Et comme j'ai le meilleur bloqueur, il a pas beaucoup de nuts, il a pas beaucoup de dame 9, trucs comme ça. Et ici, face à un récréa, je vais pas mettre trop cher. J'aurais peut-être dû miser plus vite aussi. Ici, il n'y a pas eu de c-bet, donc j'aurais dû... ça, c'est le problème quand je joue 2 coups en même temps que j'explique. C'est qu'ici, j'aurais dû... c-bet au flop. Bon, là, je fais un overbet. Quand le joueur n'a pas c-bet ni flop ni turn avec tous les draws, il y a du draw en plus turn. Bon, on a compris qu'il est en give-up ou alors qu'il a une toute petite main, genre hauteur as, des trucs comme ça.
Avec un peu de showdown value, il a pas envie de tourner en bluff, ou de bluffer tout court. Du coup, overbet marche bien. Parce qu'il y a encore la river, il va se dire que... Ça marcherait moins bien river par contre, hein, mais il pourrait faire des recalls. Là, il va se dire tout de suite, il y a la turn, il y a encore la river, je peux miser encore cher river. Il a très peu d'équité, il laisse tomber. Donc l'overbet, on le voit, 120% pot fonctionne bien. Alors pourquoi... Ouais, d'accord, bon, j'avais déjà coché, ok. Parfait. On revient avec 100 blindes, comme d'habitude. Ici, on va attaquer le joueur en récréatif et on va l'ISO. Ici pareil, récréatif, fold. Et bah ici on a un bon board, on va faire un c-bet, tranquillou. On rentre la flush. Ici on va mettre 2 tiers sur ce board là avec une doublette. On va faire attention, on n'a pas forcément la meilleure main. C'est-à-dire ça qui fold. On a presque pu partir sur du demi-pot aussi également. Ça aurait pas été déconnant. Parce qu'on cherche quand même à se faire payer par moins bien, donc c'est pas évident pour l'adversaire. Alors, début de session qui est run good. On rentre un brelan directement. Si je vais faire mon petit c-bet. Là, je joue 3 quarts. Et je pense que je vais remettre 3 quarts, sauf sur un trèfle éventuellement. Un 10, une dame, un as, bon là c'est fait full. Enfin tout ce que ferait rentrer vraiment des quintes à une carte et des flushs, là j'aurais pas 3 barrels. Sinon les autres cartes j'aurais remis 3 quarts. Et ici je pense que... Ouais, je vais quand même mettre 3 quarts, j'ai pas envie qu'un roi... J'ai pas envie qu'un roi me just call un tiers pot, il va pas me raise. Par contre il peut me call ça, 20, il peut me call avec un roi. Ici... Ouais, je vais quand même squeeze, mais bon, c'est un fold. C'est un peu juste. On peut fold contre lui. On n'a pas mis un quart de son stack. Je pense qu'il a un roi et qu'il hésite. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai trouvé le bon sizing. Parce qu'il a call, mais il n'a pas snap call, donc il a hésité à fold. Donc ça veut dire qu'on était à la limite du sizing qu'il était prêt à payer. Et note. Donc ça veut dire qu'on a bien rentabilisé la main. Et encore une fois, je pense que si je mets un petit sizing, bon on le voit déjà, il call gros size, hein, mais il va pas raise avec un roi. Donc je préfère mettre gros sizing. Si je me fais raise, bon, globalement on sait qu'on est battu. Parce qu'on le voit, un simple roi déjà hésite à payer. Donc c'est un bet fold. Enfin là on a full, donc ouais. Bref, ici on est face à des mains tiers. Je vais call une fois, quand même je suis IP, mais... Parce que là il peut un petit peu bet trop souvent par rapport à ce qu'il devrait. Sur un board de turn. Ouais, c'est ça que j'avais peur, voilà. Bon, tant pis. Je pense que je peux encore avoir la meilleure main face à lui. Mais bon, effectivement, on est 3, hein, donc... Là, il y a beaucoup d'occurrences. Il fold énormément. C'est un joueur short stack, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui attend que les bonnes mains avec son petit stack. Il joue très peu de mains, il fold trop par rapport au small blind. Voilà, donc là, il me redonne une blinde. Donc là, on imprime vraiment de l'argent contre lui.
Situation très récurrente contre lui. Aussi, ce qui est dramatique pour ces joueurs-là, c'est que le rec est tellement élevé sur les tables du point .fr et il défend tellement pas que il va contre des joueurs qui joueraient que comme moi, bah, il perdrait tellement d'argent avant de pouvoir doubler qu'en fait, bah, il gagnerait jamais d'argent. En fait, il gagne jamais d'argent à la fin, quoi. Quand il double, il a déjà entre les deux, il a perdu autant voire plus. Ici, on est sur vraiment un petit board déconnecté. J'hésite un peu ici. Ici, je vais overbet. Et c'est snap fold. As-4, cut-off, on peut call, on peut surtout 3 bêtes. Je crois qu'ici je vais prendre l'option agressive. C'est un reg, a priori, hein, j'ai pas beaucoup de mains dans ce tracker là, mais je l'ai tagué comme regfish, donc a priori c'est pas non plus quelqu'un qui va garder les stats comme il a là avec très peu de mains. Donc j'estime que c'est quelqu'un qui va pas mal fold de 3 bêtes. Et du coup c'est un spot où on veut énormément 3 bêtes contre cutoff. Ici on va mettre un bon demi-pot quand même. Ouais, j'aurais même pu mettre plus encore ici. On a besoin de protection. On peut presque mettre 5 ici. On a systématiquement beaucoup de turns qui vont nous embêter. Là on est big blind contre bouton cutoff MP. On va refaire un squeeze. Ici je vais checker. Et je vais recheck. Il avait quand même un as slow play. Et après river il a sur la flèche qui rentre, il a pas voulu miser et il était parti je pense pour check call. Alors ici on a squeeze, l'adversaire récréatif à call. Ici on bloque un peu tout, on peut pas mettre trop cher. Je pourrais bet demi-pot ici, 14. Il me met vraiment pas cher ici. Je pense que je peux pas trop fold ici. Ici je vais bet 3 quarts. Donc là la question c'est est-ce qu'on shove ou pas, est-ce qu'on a la meilleure main ou pas. Il a call et là il bet small, il bet cher. Le problème c'est qu'il peut y avoir des as dame as roi quand même chez lui. Il peut y avoir as 7, as 9, as 4. Donc voilà on bat as 10, as 8, as 5, as 6, as 3, as 2. Et on se fracasse contre des brelans éventuellement. Moi, brelans, je pense qu'il aurait mis plus cher. Bon, il peut y avoir des flush draws aussi qui font ça. Bon, à mon avis, on va tomber sur As-Dame ou As-Roi, mais il n'y a pas que ça, je pense, dans sa range. Si c'est 3, je vais défendre. Bon, déjà, c'est pas snap call. As 5. J'avais dit qu'on battait quand même quelques As. Ok. Donc comme quoi, bon là c'est, faut se faire confiance quoi. C'est-à-dire que si on tombe sur As-Roi, faut être conscient qu'il n'y a pas que As-Roi quoi. C'est-à-dire faut pas tout de suite dire ah j'ai fait une erreur. Ben non, faut prendre la range en global quoi. Et la range en global c'est qu'il va y avoir quelques flush draws avec des
il va faire des erreurs à vouloir mettre la pression sur un as et avec un flush draw qui va pas lâcher, avec genre par exemple roi dame suité quoi. Ici la passe c'est bête et toujours pas bête ici non plus. Je vais mettre 2 tiers et plus cher river, je vais le faire en 2 street. Et ici je pense pas que j'arrive à faire fold dès la turn. Je préfère bet pas trop cher turn pour avoir un pot un peu moins gros river et pouvoir mettre un gros size river. Ainsi mon bluff me coûte un peu moins cher. Et j'ai bluffé en 2 street et je suis plus crédible. Ouais, donc voilà, faut pas tirer de conclusion hâtive in-game en se disant ah je suis tombé sur As-Dame, ah je suis tombé sur As-Roi. Bon, on voit, il n'y a pas que ça chez notre... C'est un récréatif, hein, donc voilà, on n'est pas face à un reg. Donc voilà, il faut regarder toute la range et c'est avec ça qu'on va se décider. Je pense que globalement, avec quelques spews, avec des flush draws, je pense qu'on est bon. Ici, on va pas raise, mais on va pas lâcher non plus. Il y a un 25 BB au milieu. Ouais, ok, alors là, c'est récréatif direct. Hein. Ça n'a aucun sens de faire un min 3 bet ici. Tout le monde va call. S'il a une main super forte, bah, il n'a pas d'intérêt non plus à ce que tout le monde call. Donc, dans tous les cas, c'est mal joué. Là, il nous offre l'occasion de voir un flop pour pas très cher. Du coup, on a tous une cote pour y aller. Et il n'a pas grand chose. Et le problème c'est que là on n'aura pas de quoi se défendre. Je pense qu'il va même fold. Ah non, il colle. Donc ouais, voilà, gros récréatif ici. Qui a mine 3 bêtes. Son dame valet off. Qui a tout mis. Ouais, on peut prendre des tonnes de notes. Ça s'arrête jamais. Alors à noter que le pot 3 bêtes, c'était une situation, globalement si j'avais ces bêtes, je pense que j'aurais perdu mon adversaire. Et j'aurais pas gagné ce gros pot. Bon ici on n'a rien, on s'en va. Après il nous met même par un tiers pot flop, on peut pas folder As valet même si on n'a pas vraiment beaucoup d'équité. On le voit, on avait déjà la meilleure main en fait. Faire là, ça a juste contribué à faire un setup. Ici, avec valet 9, cut-off. C'est un flop. Déjà, on est en position, c'est bien. Je pense que Biblind va défendre. Ouais, voilà. Je suis pas trop étonné. En théorie, je vais tout le temps bet ici, mais dans un pot avec prime, je suis pas sûr qu'il me croit beaucoup. Quand même le faire, mais je pense que je vais souvent me faire check raise ici. Ah non, il check call. On fait le valet. Je vais mettre 17 ici. Adversaire me check raise, c'est bien joué de sa part. Petit sizing de ma part, sur un board qui avantage complètement sa range. C'est très bien joué. Ici, on va ISO. Je réfléchissais au sizing. J'ai un petit peu bombé vu l'adversaire. Maintenant, je bloque un peu, donc
pas forcément besoin. L'adversaire a foldé directement. Ici on se retrouve avec A6 sur Dame U3. Et le A5 ici, je pense que ça va être un fold. Ouais, A6 ça va être un fold. Hop, alors ici, bouton. Je le connais pas, je vais faire mon petit 3 bêtes. Trois bêtes light. L'adversaire décide de défendre. Ici on peut mettre 10,5, demi-pot. Paire de 6, c'est pas tout le temps. Alors voilà, UTG en plus. Il met que 9, du coup on peut un peu défendre. Ici on va give up. Ici il n'y a pas de ces bêtes, ok. On va rechecker. Donc là globalement il peut être avec des rois, des dames, des valets. Il peut avoir slow play, As-As, hein, il peut slow play aussi. Mais bon. Si on n'a pas fait, on s'en va. Ici il met un carpeau, mais on n'a même pas la hauteur As. Donc on fold. Le plan n'a pas fonctionné. As-8, c'est parti. Ici on fold. Double paire, l'adversaire qui n'a pas bête ici. Je vais rebet cher et puis je fold s'il me raise, c'est qu'il aura tout le temps flush. Ici c'est un limp, c'est récréatif. On va checker gentiment face à deux joueurs. Et on va s'en aller, on n'a rien touché. Ok, tac tac, fold. Donc ce qui est important vraiment à travailler dans un premier temps au poker pour progresser, ça va donc tout ce qui est pré-flop, hein, c'est vraiment la base parce qu'en fait, comme on dit, 100% des coups se jouent pré-flop, hein, y a forcément du pré-flop. On n'a pas toujours des rivers, on n'a pas toujours des turns, mais on a toujours du pré-flop. Donc c'est le premier truc à résoudre. Donc on entend parler des ranges. Donc voilà, il faut des ranges. Est-ce qu'elles sont GTO, pas GTO, machin. Truc. En fait, la vérité, c'est qu'on peut faire 50 000 ranges. Il y en a plein qui sont bonnes, c'est pas la question. C'est surtout déjà notre niveau. Est-ce qu'on est capable d'assumer tel ou tel range? Ceci pour jouer des ranges super étendues avec plein de spots qui sont déjà présumés difficilement EV+, voire EV0, qui on joue mal, on va perdre de l'argent. Donc il y a des mains qu'on n'a pas d'intérêt à jouer si on n'est pas encore très bon, très compétent. Donc déjà, c'est le premier point à prendre en compte, c'est son niveau post-flop. Et
Ici on colle. Ce qui est plus important, c'est le profiling, on le voit, des adversaires, y compris préflop. Hein, je parle toujours du préflop. Si je vais encore call demi-pot. Et le profiling déjà préflop est important puisque ce qui est plus important, c'est de comprendre comment se comporte une main par rapport à une range. Donc par rapport à un profil adverse. Donc là, il a fait demi-pot, demi-pot, et maintenant il pote. C'est pas bon signe. Il y a 3 barrels pot river, presque all-in, c'est encore pire que de faire tapis. Il n'est pas vraiment bluff ici. Il a vraisemblablement un valet pour avoir fait ça. Ou une triple paire, mais enfin en tout cas, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une main forte. En tout cas, je pense que ma autoras n'est pas bonne quand il fait ce sizing la river. Ouais, donc profiler les joueurs, c'est vraiment important à la fois post-flop, mais aussi dès le pré-flop, pour arriver à savoir à quel type de range on a à faire dans un spot donné. Et donc du coup, après, ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir ma main, comment elle se comporte par rapport à cette situation, pour vraiment s'adapter, en fait, finalement, pour savoir est-ce que je dois l'open, la 3-bet, la raise, la fold, la call. Voilà, c'est plutôt ça. Et après, il y a une petite stratégie globale. Par exemple, au bouton, on sait qu'on peut garder, même si sur l'étape du point .fr, en micro-limite, c'est pas génial. On peut garder quelques flat calls au bouton. Parce qu'on a la position. Mais voilà, SB, on sait qu'on va être full toutes les autres positions globalement. Par quelques petites exceptions OSB, quelques petites exceptions cutoff MP. On va globalement 3 bêtes ou fold. Bon, ici on est face à un joueur. Je vais essayer de. Ouais, avec 10 et 6 off, je vais pas chercher. J'ai pas de bloqueur, rien. Voilà, donc c'est plutôt apprendre avec telle main, qu'est-ce que je peux faire dans telle situation par rapport à tel type de profil. C'est plutôt ça en fait. Et donc ça construit une range, mais ça construit une range typique par un spot. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit que les ranges sont des accordéons, c'est que quand bien même on a des ranges qui nous aident, il faut savoir les faire coulisser en fonction du spot. Donc finalement, on en revient à la base, qui est simplement de comprendre comment on prend une décision pré-flop avec notre main par rapport au profil de l'adversaire, par rapport à ce qui s'est passé ou pas. Et voilà, quoi, c'est plutôt ça qui est important. Donc c'est le premier truc à bosser en fait, hein, c'est ça. Ici, j'étais en train de parler. Je crois que j'ai ISO, non? Ouais. J'ai ISO et du coup là j'ai ces bêtes entières, ok. Ici, ok, on va un tiers. Ici j'ai plus de time bank, donc je vais me barrer. Et après la deuxième étape, c'est de bosser les spots les plus récurrents. Par exemple, ce qui serait important, ça serait de travailler bouton contre SB, bouton contre Big Blind. Voilà, des choses comme ça, quoi. À mon avis, c'est la priorité à bosser. Hein. Les spots qui reviennent le plus souvent. Ici, on va... J'aurais pu faire demi-pot avec mon petit bloqueur 7. 7 de carreau. Ce qui aurait été plus judicieux parce que j'aurais peut-être pu faire fold un as, que là, l'as peut faire demi-pot. Je peux être... il y a à peu près que ça. Genre un 9, tout ça, ça va checker. Ouais, je pense que c'est mal joué. Je pense qu'ayant un carreau en main, j'aurais dû mettre demi-pot. Et pour le coup, river, on aurait pu encore barrel éventuellement. On n'a pas le meilleur bloqueur, on n'aurait pas mis trop cher, mais on aurait pu barrel. Pour vraiment faire folder s'il reste un as qui n'a pas foldé. Quand je dis pas trop cher, c'est qu'on va pas pot ou overbet. On va rester sur du 3 quarts.
contre cutoff, ouais. On est pas, on peut le défendre un roi de suité, c'est pas non plus pas fou. Ouais, donc même dans Flopzilla et Quilab, bah, bosser en priorité des spots les plus récurrents, quoi. Bouton SB, bouton Big Blind, c'est vraiment les SBBB, BBSB, voilà, ça va être des spots qu'on voit plus souvent. Ici, quand on a récréatif, par exemple, on peut overlimp les pocket pairs, c'est autorisé. Ça reste rentable de le faire. Faut pas qu'il soit trop aggro et qu'il relance tout le temps. Hein. Faut qu'on ait de grandes chances de voir le flop pour une demi-blinde en plus. Et puis quand on n'a pas fait notre brelan, on s'en va. Cut-off, on a les 7. On va défendre malgré qu'il ait mis un bon x4 qui est bien joué. Paire de 6 serait peut-être foldé dans ce spot éventuellement. Après, lui, bon, on n'a pas beaucoup d'occurrence. Ça va être la troisième fois sur 8 qui 3-bet ce spot. Bon, on a troisième paire dans un pot 3-bet avec un c-bet. On n'a pas de carreau non plus, on n'a rien du tout. On s'incline. Alors ici, 19. Donc on voit que notre ami n'aime pas du tout les 3 bêtes. Néanmoins, bon ici c'est vrai que c'est un spot de défense. Après, j'ai pas vu que c'était short stack. Hop, hop. D'ailleurs, il avait mis 2 blindes et demi. Ça, pardon, ce serait une note à prendre qu'il open 2 blindes et demi OSB. Pour... Bah, si un jour il fait 3 dans ce spot alors qu'il a toujours moins de 25 blindes, bon, il a peut-être une meilleure main, quoi. Voilà. Ça peut être un indice. Cutoff contre MP, roi valet suit, c'est un spot de 3 bêtes. Le problème... Ouais, on n'a pas de main. Après, ouais... Il faut mettre 10 et quelques. 11. Je vais pas le prendre ce spot. Et à droite ça passe. Bon, du coup je pense que la session va être raccourcie vu que j'ai déjà parlé en début de session. J'avais pas dit la vidéo précédente. J'avais perdu 6 blindes je crois, 60 centimes. Avec j'avais perdu un pot je crois à la fin. De mémoire. Qui m'avait pris en fait la cave que j'avais gagnée tout au long de la session. J'ai oublié de montrer, j'avais perdu 0,6 BB. Enfin 6 BB, donc 60 centimes. Et ce coup-ci, j'ai pris une cave dans cette petite session. Et je vais faire quitter les tables à la prochaine grosse blinde. Si je vais checker, je peux c-bet ici aussi, très souvent. Même si l'adversaire fold qu'une fois sur 3,
de faire un tiers, ça reste rentable. C'est vraiment un joueur qui mise jamais. Ça lui enlève des valets, donc le problème c'est qu'il a pas mal de pocket pair, on va check back. Ouais, c'est ça. J'ai hésité à fold indirect dès la turn. Parce qu'il a un F de 1, il mise jamais. Même si j'ai pas beaucoup de data pour l'instant. Ça partait pas super pour du hero call, mais... Ça a vérifié mon read. Voilà, donc cette session est maintenant terminée, cette vidéo aussi, on referme la parenthèse. Encore une fois, si tu veux réagir soit à des spots que j'ai joué là, des explications que j'ai pu donner in-game, parfois ça peut m'arriver de dire des bêtises, quand je revois la vidéo, j'aurais préféré dire autrement ou expliquer davantage. Donc n'hésite pas à poser des questions précises en mettant la timeline hein, pour que je puisse retrouver la main tout de suite dans la vidéo, sinon c'est trop long pour moi. Donc si tu me parles d'une main, il faut mettre le moment dans la vidéo à laquelle tu fais référence. Et si c'est au début de la vidéo, hein, encore une fois, n'hésite pas à parler, à me poser des questions voilà, sur ces sujets du stress au poker, des émotions fortes et de l'impact que ça a sur notre jeu. J'espère encore une fois que cette vidéo t'a apporté une aide précieuse pour ta progression et que tu l'as trouvée intéressante. Il faut toujours liker avant de partir, ça c'est très très important, je te donne du contenu, j'essaye de t'aider à progresser et toi tu as juste à liker, donc je te remercie de liker avant de partir. Abonne-toi à la chaîne avec le petit bouton en bas à droite si ce n'est pas encore fait. Et en cliquant sur la cloche, tu n'auras aucune de mes publications et tu peux les regarder quand tu veux et voilà, parce que c'est pas toujours régulier. Et puis voilà, encore une fois, je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Poker et Stratégie. Good luck à toi aux tables et dans ta progression. À bientôt. Salut!